On est en train de se connecter, tout est en train de se mettre en place. Alors, les vidéos arrivent et il me semble qu'on est en direct. Ok, bah impeccable. Bonjour à tous pour cette neuvième émission déjà Neuf, ouais. de Clapping. On est le 25 octobre et aujourd'hui, on retrouve Pierre Lyonnais, qu'on peut qualifier d'immense passionné de sport automobile. Je pense, c'est le minimum. Et puis, invité assez exceptionnel aujourd'hui, parce qu'on reçoit quelqu'un qui a travaillé pendant 4 ans, plus de 4 ans à la FIA. C'est ça. Et depuis 3 ans maintenant, en tant que directeur communication du Grand Prix de France du Castellet. Salut à toi. Eh ben, bonjour à vous deux, merci de me recevoir. Très heureux de passer une heure avec vous ce soir. Eh ben, on est ravis de vous recevoir aussi. Avant de commencer, comme à mon habitude, je laisse la main un petit instant à Dan qui va expliquer rapidement ce qu'est le projet Clapping qui se cache Merci. derrière cette émission. Merci beaucoup. Alors très rapidement, merci beaucoup déjà Pierre d'être là avec nous. On est ravis. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Alors déjà on a un nouveau décor qui a été créé par nos soins C'est vrai. pour cette émission-là et qui va rester ensuite pour les prochaines. On a tout plein de choses qui ont été mises en place et on est ravis de reprendre les émissions avec vous Pierre. L'idée des émissions déjà avant qu'on démarre, c'est d'avoir une émission qui soit dédiée aux créateurs de contenu sportif dans cette très grande généralité. On a reçu principalement des créateurs de médias indépendants jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit un directeur de communication et pas des moindres, celui du Grand Prix de France. Donc, on est pile poil dans la thématique. Et donc, voilà, merci beaucoup. Et dans cette émission, l'idée de Clapping, c'est de mettre en avant ces différents acteurs qui pourront éventuellement, s'ils le souhaitent plus tard, être présents sur Clapping, notre plateforme qui a pour vocation de médiatiser le sport et l'actualité sportive différemment en mettant en avant les nouvelles habitudes et les nouvelles générations de fans de sport. Donc merci beaucoup Pierre d'être avec nous. Comment ça va? Eh ben, écoutez, ça va très bien, très très bien. Félicitations déjà, on l'a appris juste avant, mais on souhaite le dire à tout le monde. Félicitations pour la naissance du petit bébé. Bah, écoutez, merci beaucoup, effectivement. Ouais, je sais qu'on aurait dû faire cette émission il y a une semaine, mais ça tombait un peu mal pour vous et puis surtout pour moi, parce que justement, bonne nouvelle, un petit garçon qui est né il y a moins de 10 jours, Génial. donc très heureux. Voilà. Félicitations. Futur pilote peut-être. Ah, ça, je sais pas, ça, il faudra lui laisser le choix. Bon, ça laisse le temps de voir, mais en tout cas, félicitations. On est ravis, et merci alors que c'était si proche d'être là avec nous. Donc vraiment très belle, très très heureux. Avant de débuter et de parler de Formule 1, de parler de Grand Prix, de parler de tout ça, on va parler de vous un petit peu et on s'est dit comment est-ce qu'on va démarrer cette émission? Comment est-ce qu'on va parler directement du parcours? On va parler de ces différentes choses. On s'est dit peut-être commencer par les bases. Comment est venue cette passion pour la Formule 1? Est-ce qu'elle a toujours été là? Est-ce qu'elle est venue avec la profession? Voilà, racontez-nous un petit peu ça. On nous dit qu'on vous entend pas très bien, mais on va essayer de régler ça en même temps. Euh, que, Est-ce que vous m'entendez mieux? Je sais pas. Moi, j'ai le sentiment qu'on vous entend, mais on va voir un petit peu De notre comment côté, c'est impeccable, mais ouais, on aura les retours live. on fait ça en même temps. Ok, s'il y a quoi que ce soit, dites-le moi rapidement, j'enlèverai mon micro. Alors, la passion d'où elle vient, généralement, elle est familiale. La passion, elle est familiale et elle vient de mon papa. Mon papa qui a toujours été, qui est passionné d'automobile, de sport automobile, qui a eu la chance de faire pas mal de courses, aussi bien professionnelles il y a très longtemps et après en amateur, en rallye raid, en rallye cross, en historique je Ok. pense que ça vient principalement de là et c'est effectivement ses premiers souvenirs, d'une part de voitures, de course, à la maison et puis deuxièmement, forcément, les grands prix de Formule 1 le week-end, le dimanche, après déjeuner, et ça a toujours été un rendez-vous que j'avais et donc elle part de là la passion, et c'est souvent je pense que c'est souvent ce que vous répondront, en tout cas beaucoup de gens qui sont passionnés de sport automobile. C'est souvent assez, Familial, assez familial, ouais. c'est sûr. Ça vient toujours de quelque part. Après, il y a des nouvelles façons aujourd'hui
de découvrir le On en sport. parlera, Et ouais, on en parlera tout, on en parlera tout plus à tard. l'heure, Mais c'est mais vrai que malgré tout, il y a quand même c'est- un amour du sport initial qui et vient de vous avez s'ancrer. raison, c'est vrai que cette généralité, peut-être qu'on se disait avant, de dire que c'était quelque chose de très familial et de très sport de niche, le sport automobile. Aujourd'hui, Ouais, ça a beaucoup évolué, mais on en parlera tout à on en l'heure, je parlera. crois. On prendra le Ouais. temps. Tout à fait. Peut-être en petite question un petit peu plus de curiosité, est-ce qu'il y a d'autres sports dans votre vie que les sports automobiles, une passion pour quelque chose d'autre, quelque chose que vous suivez particulièrement? Bah, non, principalement le sport automobile, Ah, ok, ouais, vraiment. on décroche pas. Non, et voilà, à la maison, ça a vraiment toujours été comme ça, et donc ouais, je regarde très peu le football. Il y a beaucoup je suis pas très. Mes copains m'en veulent un peu. Je regarde les grands matchs, les matchs importants, mais je suis Ok. pas très football. C'est En déjà tout cas, ça. sport collectif, je les regarde pas assez. Mais voilà, très sport auto. Ouais. La Coupe du Monde qui arrive un petit peu ou pas du tout? Ouais, je vais regarder un petit peu ce que va faire l'équipe de France. Pendant les siestes du bébé. Exactement. Ouais. Ok, magnifique. Ok, super. Et du coup, toujours plongé dans la Formule 1 et dans cette passion de sport automobile. Et comment est venue cette volonté de passer de l'autre côté? Bah, cette volonté, elle était très simple. Après plusieurs années d'études, donc j'ai fait une école de commerce à Bordeaux. J'ai fait pas mal de stages à l'étranger en communication, en marketing, et il y a un moment donné, les chances se rapprochent où, forcément on a envie de il y a besoin de s'intégrer dans le monde du travail, et c'est vrai qu'à l'époque, la volonté que j'avais, c'était de se dire: Bon, bah, voilà, écoute, tu vas passer, toute ta vie ou une grosse partie de ta vie à travailler, il faut le faire dans un domaine qui te passionne, et donc je me suis, mis à chercher, des opportunités en sport automobile et à réaliser des candidatures spontanées pour effectuer mon stage de fin d'études, heu en sport automobile, Ouais, et donc j'ai contacté pas mal d'organisations, d'entreprises, et au final, j'ai eu la chance de me retrouver, à la FIA, super. et d'intégrer la FIA, en communication. Alors, je voulais d'abord le marketing, donc pour la petite histoire, j'avais fait une candidature spontanée où ils m'avaient refusé. Dit: «Bah, non, Ok, en fait, il y a pas de place au marketing», et bon, très déçu, et 2 jours après, ils m'avaient rappelé en me disant: «Il y a une possibilité de faire un stage à la communication. Est-ce que ça vous intéresse?» et heu Sympa la FIA. et j'avais Ah, dit: «Écoutez, très bien, j'arrive, je viens», et banco, et effectivement, j'ai intégré la FIA en stage en janvier 2015, en stage de il y fin a 7 d'études. ans. Il Ok, y a 7 ans, ouais. bientôt 8. Mais ok, c'est magnifique. quoi un petit peu alors pas nécessairement le sujet de stage, mais même derrière, pendant les 4 ans, quelle a été l'activité un petit peu? Ah, pendant les 4 ans de FIA, elle était très riche et très, très, très dense, et en plus très transverse, parce que j'ai commencé effectivement la communication sur une partie, très presse, très, veille média, et très digitale. En fait, je travaillais avec toute la partie digitale. Il y avait à l'époque une refonte du site, il y avait un développement des réseaux sociaux, donc c'était un peu tardif, certes, mais la FIA était en finalisation de transition digitale, de transformation digitale, pardon. Heu et donc on a, vraiment, quand j'arrive, on travaille sur ces sujets-là, et puis après, au bout de 6 mois, j'ai la chance de signer un CDI, et donc d'être en charge de la communication digitale pour la FIA. Donc tout ce qui va Génial. concerner, forcément le plus visible, ça va être le site web et les réseaux sociaux, mais ça a été aussi très transverse, parce que, le site est un point fondamental pour tous les départements de la FIA. Donc Ouais, j'ai eu cette chance de travailler avec tout le monde et de comprendre très rapidement, heu, j et la chance de comprendre peut-être un peu plus rapidement, en tout cas, comment fonctionnait la FIA et comment fonctionnait, de manière générale, le sport automobile de manière fédérale. ouais, Et puis, bien sûr, plein d'autres outils digitaux, c'est-à-dire qu'il y a effectivement plein d'événements de la FIA, qui nécessitent des outils digitaux, effectivement, on travaillait avec différents départements pour, soit pour les élaborer, soit pour les développer, et soit pour les assister dans leur développement. Hem et donc, voilà, pendant un an et demi, je vais faire ça, et après, une opportunité se présente, c'est celle d'être, chargé de mission pour le président, Jean Todt, et ouais, d'être coordinateur média, et donc là, c'était vraiment une très belle opportunité, que j'ai saisie et que j'ai acceptée, et je me bien suis sûr. retrouvé aux côtés de Jean Todt pendant plus d'un an, pas loin d'un an et demi, donc à travailler sur des sujets sport et mobilité, à voyager plus de 160 jours par an,
Et vraiment alors une partie assistanat, hein, bien sûr, donc executive assistant, mais une partie aussi traitement de dossier assez important et une expérience très enrichissante en tout cas pour comprendre un peu les mécanismes du sport automobile, les parties prenantes et puis non, avec une personne avec qui j'ai beaucoup appris quand même. Ouais. Ça a été une expérience assez importante, en tout cas pour le début de mon cursus, enfin de mon parcours, pardon. Et puis une autre opportunité après, effectivement, de rejoindre davantage la F1, donc Ok. la partie média pour la FIA, et j'ai fait ça pendant 1 an et demi aussi, tous les grands prix, être en charge euh, des médias, s'occuper des centres médias à travers les différents grands prix, et puis tout ce qui concernait la communication globale de la FIA sur les grands prix de Formule 1. Ouais. Et ça pendant 1 an et demi avant d'avoir une autre opportunité qui était celle de rejoindre le Grand Prix de France de Formule 1. Voilà. Incroyable. Et donc, euh, excuse-moi, Ouais. d'un coup de fil par hasard on n'a pas de place en marketing, mais on a une place en Ouais, communication, on est parti sur une carrière et ça t'apprend en directeur de communication du Grand Prix de France. ouais, alors effectivement, il y a eu, ça a bossé quand même pas mal, Ouais, mais c'est pas, pas du jour au lendemain, non, mais mais c'était, c'est ce que quand on est passionné et qu'on a envie et qu'on a de la disponibilité et heu, on est passionné aussi bien par le travail que par l'environnement de ce travail, bah, ça a plutôt pas trop mal fonctionné, en tout cas sur cette première partie de carrière, parce que je suis à la fois âgé, mais pas âgé non plus. J'ai encore pas mal de choses à faire, mais c'était en tout cas très intéressant cette partie FIA, mais aussi très intense. ouais, Ouais. beaucoup de voyages. Beaucoup de voyages, mais après il faut pas se plaindre, c'était quand même, c'était des belles expériences. Il y a un moment, il fallait aussi continuer à avancer, mais ouais, effectivement, beaucoup de chance. Alors aujourd'hui, heu même si je suis pas fan de ce mot chance, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on en on en parlait tout à l'heure, mais il y a vraiment un attrait important pour le sport automobile, en tout cas beaucoup plus important qu'il n'existait, en tout cas je vais dire à ma génération, mais plutôt dans ces années 2010, il y avait de l'intérêt, mais beaucoup, beaucoup moins. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes et de stages et d'alternance dans le sport automobile, et que malheureusement, bah, il y a beaucoup moins d'offres et il n'y a pas assez d'offres pour toutes ces demandes. Voilà. Mais c'est pas de la chance, c'est de le. Je trouve que la distinction entre la chance et l'opportunité, elle est quand même. L'opportunité, il faut avoir l'occasion de pouvoir la saisir, il faut être au bon endroit, etc. Il faut pouvoir être la bonne personne aussi. La chance, ok. Ah, c'est Le- gentil ça. Il le- faut. le- Non, mais il y a cette notion de. À un moment, faut. Je veux dire, c'est bête, mais commencer par des candidatures spontanées pour ensuite. Enfin, il y a rien qui a été fait sans une volonté de base. Donc, Mmh. là, c'est assez impressionnant. Je me permets de poser une question extrêmement bête, mais j'ai jamais eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui a vécu autant de grands prix, autant de voyages, autant de choses. Est-ce que moi, alors moi, je suis passionné de Formule 1 depuis la génération Netflix. Voilà. Donc, euh, tout récent, je suis absolument passionné. Je regarde tous les grands prix, mais j'ai cette difficulté de ne pas avoir beaucoup d'historique. Et donc, j'ai jamais eu l'opportunité de parler avec quelqu'un qui avait vécu autant de choses. Et je me pose une question permanente. Alors, on sait que les grands prix, peu importe les pays, c'est un microcosme. En fait, c'est une petite ville qui se déplace. Et en fait, il n'y a pas tellement d'interaction avec les pays autour, etc. C'est des week-ends de travail, en fait. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps. C'est très intense. Question vraiment très peu technique. Est-ce que vous vous décalez à chaque fois sur l'heure locale ou est-ce qu'il y a une notion de garder un petit peu pour le jet lag en fait? Comment on gère ça quand on voyage 160 jours par an et qu'on passe son temps à faire des allers-retours? Ouh là, c'est une bonne question. Comment on le gère? Alors moi, là, je voyage beaucoup moins quand même depuis que je suis au Grand Prix de France, et puis, je pense que le covid aussi a Ouais, c'est vrai, a changer un stoppé peu beaucoup de les. voyages, mais, Ouais, j'ai pas été impacté particulièrement par rapport, je suis pas quelqu'un de très impacté par le jet lag. ok, Je me règle assez rapidement. Non, je l'ai des insomnies forcément,
Mais je ne l'ai jamais géré de façon artificielle, jamais pris particulièrement de médicaments, etc. Ok, on garde pas Euh, le rythme de la maison non, je sais que les pilotes arrivent toujours un petit peu avant pour s'adapter, mais aussi, voilà, le corps humain s'adapte à tout, et quand plus vous allez voyager et plus vous allez, en tout cas, vous habituer à ces changements de rythme, et plus votre corps et votre esprit va s'adapter, en tout cas, à ce nouvel environnement. Donc, effectivement, c'est le début qui est compliqué, mais quand vous faites ça pendant 3 ans, au début, au ça, bout d'un moment, ouais, c'est comme tout, quoi. voilà, exactement, c'est comme tout, on Ok, s'adapte, et ça devient moins compliqué, ouais. ça marche. C'était juste ma curiosité qui n'avait Après, vraiment. il y a aussi le côté, faut pas oublier, il y a le côté adrénaline, hein. Vous êtes sur un week-end de Grand Prix avec beaucoup d'intensité, Ouais, avec, beaucoup d'intensité dans le travail, et puis vous alliez vous alliez un petit peu la passion, donc bien sûr. il y a un peu d'émotion. Donc ça vous permet aussi de rester alerte, de rester énergique, et ça influe, énormément déjà heu, sur votre condition. Ouais. Et la passion entre le premier Grand Prix et le 70e, 3 ans après. euh, Ah bah, elle est pas totalement la même. Alors, ouais, la passion est toujours là, mais elle est un peu plus différente, parce qu'après, par rapport, à toutes les parties prenantes que j'ai pu rencontrer, par rapport à toute la compréhension du sport que j'ai une vision qui est différente, en fait, bien sûr. de ce que j'avais, il y a 15 ans et aujourd'hui. Mais la passion, elle est toujours là. C'est pas parce que ma vision, en tout cas ma compréhension du sport, et de ce sport a évolué qu'il y a des choses négatives, peut-être qui se sont ajoutées, mais il y a d'autres choses positives qui se sont ajoutées. Mais la passion, elle reste la même, mais différente. Ok, génial, La même passion 7 incroyable. ans plus tard dans l'industrie. Exactement. Super. Une petite question, enfin même plutôt un sujet qui va plus traiter après de cette évolution de votre poste actuel. On souhaiterait en savoir un peu plus et plus particulièrement commencer avec cette question qu'on s'est posée avec Dan. Comment est-ce que on gère la com depuis l'intérieur de l'organisme en tant que directeur de communication au Grand Prix de France quand on évolue dans un écosystème avec énormément d'acteurs qui eux-mêmes font leur communication. On peut juste penser à les, bon, tout un tas d'acteurs. Comment est-ce qu'on arrive à bien s'articuler avec ces acteurs et quelle est la plus-value de la communication de l'organisme central? Oula, c'est une question large, c'est une question qui est large, et qui est pas facile à il faut c'est pas facile d'y répondre, parce qu'il faut remettre dans le contexte. Il faut pas oublier qu'il y a eu différentes stratégies, il y a eu différentes étapes dans l'histoire du Grand Prix de France. Il est revenu en 2018, hein. Ouais, Il avait été absent pendant 10 ans, heu il revient en 2018, avec des problématiques, liées aux accès, donc une billetterie qui fonctionne, mais des problématiques liées aux accès. Et puis 2019, un peu moins bien, commercialement, mais plus de problèmes d'accès, mais toujours pareil aussi que 2018, toujours dans la reconquête, en tout cas, d'aller trouver son audience, d'aller trouver, ses clients, d'aller trouver, la notoriété qu'il avait perdue. Et puis au moment où on arrive à 2 ans d'existence, on va dire, 2021 Covid, donc édition annulée, et puis 2021, 2021 édition réduite, et 2022, bah, une super édition. Donc ouais, c'est important aussi de noter qu'il y a eu une évolution, dans tous les cas, de la stratégie globale de la communication sur le Grand Prix, parce qu'il y a eu des objectifs qui étaient différents au fur et à mesure des années. Et donc ouais, ça, c'est important de le noter. Et vraiment, au tout début du Grand Prix, c'était la recherche de la notoriété. Et donc, pour revenir à votre question, effectivement, l'intégration des parties prenantes, de toutes les parties prenantes, elle est importante. C'est-à-dire que, heu, au début, c'est vrai qu'il y a eu peut-être un peu de conservatisme sur la communication du Grand Prix de France au tout début, en tout cas, et ça, c'est vraiment sans jugement. C'était un choix qui se conçoit, mais en tout cas, lorsqu'on a un peu plus étoffé la com, le département de la com, et que je suis arrivé au Grand Prix, on a décidé d'être, heu, beaucoup plus ouvert. Et ça répond à votre question, c'est si on veut en tout cas,
que le message soit bien perçu et que le message soit bien passé, Ouais. il faut aller voir les différentes parties prenantes. Il faut contacter ces parties prenantes-là. Il faut faire la démarche d'aller les voir. C'est pas, les gens, en tout cas les différentes parties prenantes, elles ont pas le temps nécessairement de penser à vous contacter et cetera, donc Bien sûr. et c'est par cette proactivité-là aussi qu'on a réussi à créer des choses qu'aucun autre Grand Prix a fait, même, des contacts avec des écuries où il y a des écuries qui m'ont, je me souviens encore au Grand Prix, qui m'ont dit qu'on était on était peut-être le seul Grand Prix à les avoir, contactés, même si on n'a pas fait grand-chose niveau com, mais au moins on les a contactés, on a montré qu'on existait, on leur a Ouais. rappelé du son et ça a bien fonctionné en tout cas pour que toutes les parties prenantes en tout cas, communiquent, et se mettent à communiquer autour du Grand Prix de France sans qu'il y ait besoin de conclure des deals ou qu'il y ait besoin de conclure des partenariats spécifiques. Deuxièmement, Heu, ça permet aussi d'avoir, voilà, le même message sans rentrer, dans des messages un peu langue de bois, mais le but, c'était aussi que ça évite que le message soit diffus. Si vous ne communiquez pas l'actualité de votre Grand Prix à ces parties prenantes-là, souvent il y a une interprétation, heu d'une décision X ou Y et parfois qui peut être amenée à être Mal interprété, mal heu, vu. importante du travail. Ça a été un contact, mais les médias que je connaissais bien depuis quelques années, en F1, où c'était vraiment un gros travail avec les médias aussi. Quand vous dites partie prenante, aujourd'hui, alors, que moi j'identifie comme ça, il y a les écuries, les diffuseurs, la FIA, le public et les partenaires? Ouais, vous C'est un pouvez peu tout rajouter ça? aussi, nous on est organisé, sous la forme d'un groupement d'intérêt public, donc vous pouvez organiser aussi nos aides et cetera et puis vous Mmh. pouvez rajouter aussi le circuit Paul Ricard, Ouais, parce qu'on est une organisation indépendante par rapport à l'organisation du Grand Prix, donc d'accord. le circuit Paul Ricard qui est une grosse part de voix et qui est aussi le lieu qui nous reçoit, et qu'on investit pendant les 3 semaines, parce que là, on investit le circuit Paul Ricard pendant 3 semaines pour monter le Grand Prix et puis pour la réalisation du Grand Prix et puis après on a aussi, nos clients VIP qui sont, donc c'est plutôt du B2B, hein, et ça ils sont importants à noter et puis, Heu, pour être plus précis, les écuries aussi où on les a pas, mentionnés et puis en allant plus loin, même les pilotes, c'est certains pilotes qu'on allait contacter, eux directement. Alors forcément par rapport à certains liens, que notre directeur général a pu avoir, puis que moi aussi j'ai pu avoir à force de ces dernières années en Formule 1 donc Sûr. OK, et donc il y a cette, synergie finalement que vous devez, gérer, au quotidien entre toutes ces personnes-là et il y a un vrai rôle de mise en relation finalement entre, les écuries et la FIA ou entre les écuries et les partenaires, entre alors l'écurie et nous, le on n'a pas circuit? besoin du tout de faire une mise en relation. Nous, ces gens-là sont déjà en relation. Nous, en fait, on va contacter, toutes ces parties prenantes indépendamment. Chacun fait ses business qu'il a besoin de faire ensemble. D'accord, Nous, on n'est pas là pour interférer. On est, heu, on est une des parties prenantes pour eux aussi, hein, voilà, il y a pas beaucoup de parties prenantes en Formule 1, mais il y a les écuries, il y a, les organisateurs de Grand Prix, il y a, les diffuseurs, il y a la FIA et il y a Formula One. Alors là, ouais. je résume vraiment les 5 gros parties prenantes qu'il y a, dans le business de la F1. Formula One, Donc Netflix, hein? Si, alors ou Formula One, c'est l'entreprise, c'est anciennement FOM. OK, C'est Formula One, c'est le détenteur des droits commerciaux, d'accord, dont le patron autant est pour moi. Stefano Domenicali, voilà. OK. C'est tous ces mêmes noms qui sont utilisés. En fait, c'est-à-dire Ouais, que ouais, d'accord. c'est une marque et Mmh, la marque a donné le nom à l'entreprise qui avant, le nom de l'entreprise était Formula One Management et d'accord, maintenant et depuis quelques années, c'est devenu Formula One. génial. OK. Voilà. OK. Petite question comme ça, pareil, de curiosité. Vous travaillez avec une équipe de combien de personnes à peu près pour gérer tout ce chef d'orchestre qu'il faut faire pour Alors les différents acteurs? nous à la com, on avait entre 5 et 6 personnes, on va dire à l'année, et puis après, au plus large, on est une quinzaine, enfin même plus d'une quinzaine pendant le Grand Prix, pendant 3 semaines, on va être beaucoup plus que ça, j'ai même pas calculé, mais Ouais. effectivement entre, les équipes pour les médias, les équipes pour, le social media, puis tous les projets annexes. Alors, voilà, on en parlera peut-être tout à l'heure, j'ai vu que les Pistons avaient mis un petit message, mais, heu
on a vraiment collaboré ensemble. Alors, est-ce que je les compterai dans l'équipe? Ouais, j'ai envie de les compter dans l'équipe, même s'ils Ouais. avaient une totale indépendance, et c'était un peu le but qu'ils aient une totale indépendance, Ouais, lors de ce projet-là, mais on en reparlera tout à de l'heure. toute façon, on a Clairement. prévu d'en reparler dans pas Mmh. très longtemps. Ok, super. Et du coup, j'en profite quand même pour dire que chez Clapping, et vous l'avez vu en introduction, on avait Axel qui a été bénévole sur le Grand Prix de Ouais. France cet été, et qui a donc participé aux actions médias, euh, qui pourra vous faire un retour avec grand plaisir. Et je vous dis de sûr qu'elle avait adoré absolument son expérience. Donc voilà, marrant de voir que finalement les équipes Mmh. médias étaient très très larges au point que ce soit Donc ça c'était j'ai déjà dû l'avoir alors? très certainement. Ouais, ouais, ouais. D'accord, mais Très j'ai pas certainement. j'ai pas beaucoup de Mais gens. Ouais. je pense que sur un Grand Prix, il doit y avoir à peu près 300 000 personnes. C'est pas facile Non, il y avait de beaucoup voir. de ouais, et puis il y a beaucoup effectivement, on intègre beaucoup de bénévoles, et Ouais, en tout cas, on essaye d'intégrer, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais une grosse partie, heu, on a envie d'accompagner les jeunes et d'intégrer en tout cas un maximum de bénévoles et de volontaires, dans un cursus professionnel qui fait sens. Parcours scolaire, puis après futur, pardon, cursus professionnel, un peu de mal. En tout cas, ouais, donc beaucoup de volontaires cette année, et super boulot, ouais. super. Et je crois qu'ils ont pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc c'est que il y a une bonne synergie qui s'est organisée. Je me permets de parler du prochain sujet. On, on le sait, le Grand Prix de France a été un immense succès en 2022. Et de très très nombreux Grands Prix sont des immenses succès, au point que la FIA, si je dis pas de bêtises, a décidé pour l'année 2023 d'augmenter le nombre de Grands Prix. Et c'est un petit peu une tendance générale aujourd'hui dans le sport. On prend en l'occurrence ici parce que c'est le sujet de la Formule 1. Mais pareil dans le football, avec par exemple la Coupe du Monde. Cette année, c'est la dernière Coupe du Monde à 32 équipes, 32 pays. La prochaine sera à 48. Il y a une tendance un petit peu, voilà, d'avoir de plus en plus de matchs, de plus en plus de compétitions. On le voit avec la création dans le foot de la Ligue des Nations qui n'existait pas, mais voilà, pour donner de l'intensité, etc., etc. Est-ce que c'est une tendance voilà, qu'est-ce qu'on en pense quand on est à l'intérieur des équipes qui travaillent pour ces Grands Prix? Est-ce qu'on le voit d'un œil positif? Quel est votre avis? Même pas forcément pour engager l'avis de qui que ce soit, juste vous, qu'est-ce que vous en Mmh. pensez? Voilà. Sans que ce soit. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, en tant que par rapport à cette tendance? C'est un vaste sujet. Alors déjà pour le remettre dans le contexte, il y a juste une spécificité. Alors, la FIA est certes propriétaire du championnat, mais c'est Formula One qui en a les droits d'exploitation, et qui en a les droits commerciaux. Donc c'est important de noter que c'est Formula One qui va gérer en fait, D'accord, on va dire opérationnellement, la partie, et contractuellement la partie calendrier. d'accord. Et effectivement, ça sera la FIA qui l'approuvera, mais c'est davantage Formula One qui Qui s'occupe a de fait ces passer cette sujets-là. tendance? D'accord, Voilà. Donc ça, c'était important de le noter pour comprendre ce que chaque partie fait. bien sûr. Le deuxième point, c'est oui, plus de grands prix, mais plus de grands prix parce que, beaucoup de demandes. Ouais. On est, dans un sport, qui a explosé médiatiquement, hein, je ne sais pas si c'est le bon moment pour en parler, mais il a explosé médiatiquement par rapport à plusieurs choses, hein, mais effectivement, C'est le sujet Netflix d'après, en mais on fait. peut, de toute façon, Voilà, on en reparlera bien peut-être sûr. après, mais Netflix en fait partie, les nouveaux médias, les créateurs de contenu, heu et donc c'est un des seuls sports qui a existé pendant le covid, hein, rappelez-vous, et la F1 a été précurseur d'ailleurs sur la mise en place d'un système, comme beaucoup de choses d'ailleurs, mais elle a été la précurseur et ultra innovante sur la mise en place d'un système et d'un protocole, sanitaire, qui a été repris après dans le monde entier pour l'organisation d'autres événements sportifs. Mais, tout ça pour dire que, plus d'audience, heu, plus de demandes en fait d'organiser, des courses, Ouais. par, d'autres pays qui, heu, peut-être, n'étaient pas totalement décidés à l'époque, de vouloir organiser un Grand Prix de Formule 1.
Tout à Comment je le fait. vois? Ouais. De toute façon, il faut aussi noter qu'il y a un numerus clausus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il me semble qu'en termes de réglementation, on est limité en 2023 à 24 grands prix. Ouais, C'est dans les réglementations. Il sera, possible, il me semble, de monter à 25, mais je crois qu'il ne sera pas possible de monter à plus de 25 grands prix. d'accord. On en reparlera aussi tout à l'heure. Peut-être qu'aujourd'hui, quand il y a certaines déclarations de parler de 30 grands prix, Mmh. il y a peut-être des grands prix qui vont justement être 1 an sur 2. Donc on parlera plutôt, peut-être de 30 grands prix sur 2 ans que de 30 grands D'accord, prix sur 1 an. d'accord. Effectivement, moi mon avis, alors mon avis sur, le nombre de dates. C'est beaucoup, parce que là je prends un prisme, peut-être de vie personnelle, où en plus, bon, bah, voilà, Bien sûr. ma famille vient de s'agrandir il y a quelques jours, donc effectivement, est-ce que cette envie-là, et cette priorité-là par rapport à la passion, elle compte pas un peu plus? Ça, c'est du tout à chacun, mais mais heu, mais 25 grands prix, ça veut dire, 25 fois à minima, 4 jours, de déplacement. Donc ça veut dire, allez, si j'arrondis plus les tests, ça veut dire plus de la moitié de l'année en dehors de son domicile. Ouais. Sur une Donc période finalement qui est en plus restreinte, qui est fin février, fin novembre, quoi. exactement, donc ça fait quand même beaucoup de déplacements. Alors après, il y en a qui le vivent très bien, mais c'est que on arrive à aussi, beaucoup de difficultés physiques, hein. C'est-à-dire que c'est compliqué, hein, de faire, autant de grands prix, et je suis impressionné tous les jours par tous ces gens-là qui le font, et en général, ils se plaignent pas, mais après il y a un moment où peut-être que ça, il y a certaines j'ai vu certaines déclarations, où ça peut se plaindre un petit peu, mais bon, j'ai peur qu'après au-dessus de 24-25, ça commence à faire trop. Ouais. Et alors on pourrait se dire: «Bah tiens, on n'a qu'à doubler les équipes», mais après on va arriver aussi à des problématiques aussi réglementaires, Mm. et puis des problématiques, des problématiques réglementaires, beh, et donc réglementaires. Mmh. Donc on ne peut pas doubler toutes les équipes, et donc voilà. On peut même imaginer qu'au bout d'un certain seuil, juste les pilotes, ça devienne aussi une pression trop grande. Ah, vous savez, c'est une bonne question à demander, il faudrait la poser directement aux pilotes, et c'est vrai qu'elle a été très peu posée, mais ça peut peut-être faire beaucoup, ouais. Mmh. Alors peut-être aussi, et je pense qu'ils y travaillent on parlait du jet lag tout à l'heure, mais peut-être aussi il y a plein d'autres sujets, là-dessus, hein. Mais peut-être une harmonisation dans les années à venir, du calendrier, pas uniquement sur la fatigue, mais peut-être aussi sur des logiques de sustainability. Mm. Ouais. Mais ça, c'est un autre, sujet qui est aussi très vaste. Mais peut-être qu'effectivement, ça permettrait aux gens d'être moins Même, fatigués. même de déplacement entre pays et de- et d'orientation. Ouais. Ouais. Et d'un avis très personnel, on l'entend moins dans la Formule 1 que dans le foot, mais c'est quelque chose qui revient aussi assez fréquemment. Est-ce que, selon vous, ça pourrait avoir un impact, comme vient de le dire Thomas, au niveau des pilotes, mais également, on sait, aussi au niveau des mécaniciens, etc., d'un point de vue sportif? Est-ce que ça peut avoir un impact sur euh, le championnat, le fait que bah, il y ait plus de Grand Prix, donc plus de fatigue, donc plus de répétition des Mmh. mouvements, donc plus de risques de faire des erreurs. Alors on l'a vu ce week-end, je ne dis pas que ça vient de là, mais par exemple une écurie comme Red Bull qui fait aucune erreur a fait un arrêt au stand de 11 secondes pour un pistolet qui était défaillant. Mais est-ce que ça peut engendrer ce genre de choses ou pas particulièrement Ouais, mais je pense que vous répondez à la question, hein. Effectivement, bien sûr que on est dans un sport où on se bat à coups de dixièmes. Donc, une erreur, de jugement, ou un jugement fatigué, ou une décision, tardive liée à la fatigue, même si, c'est, 1/10, 1/100 de seconde, bah, 1 centième plus 1 centième plus 1 centième, bah, effectivement, ça peut forcément jouer. On n'est pas sur de l'endurance. Vous mentionnez l'exemple de Red Bull, et puis on peut mentionner, plein d'autres exemples, hein, qui se sont passés ces dernières années heu, parfois, je trouve un petit peu des jugements trop rapides, hein, sur des écuries. Ces gens-là sont les meilleurs du monde. Ces entraînements, par exemple, en parlant des pit stops, je les ai, ils sont tous très bons. Alors parfois, voilà, dans le stress, dans l'excitation, dans la fatigue, bah, il y a des erreurs, et ces erreurs, bah, sur 1 seconde en plus,
euh, bah, c'est un, c'est un Ça a un undercut. impact. Voilà, Ouais, c'est un ouais. impact, c'est un undercut de loupé. C'est voilà, ça a un Surtout, impact forcément. surtout sur un sport, comme vous l'avez dit, avec autant de Au précision 10e. que la Ouais, Formule voire 1. au Donc, centième, hein, ouais, ouais. sur certains, voilà, sur une partie qualif, ça va jouer à ce niveau-là. Donc, une erreur d'appréciation, une erreur de jugement, un délai de réaction. Ok. Ok. On a parlé d'un peu de l'agrandissement en cours et à venir du nombre de GP. On est un peu obligé de passer par cette case-là. On voulait revenir du coup sur le GP 2022 de France, qui a été, je pense, unanimement, des siennes, pardon, qui a été unanimement un énorme succès. Déjà, première question, euh, quels ont été les leviers de votre point de vue qui ont fait que ça a été un tel succès et éventuellement même plus sur la partie communication. Ça a été un succès parce que, alors, il y avait plusieurs choses. Déjà, je pense qu'on a bien exploité notre temps lorsque lorsque le Grand Prix a été annulé en 2020. On a eu vraiment une année supplémentaire pour travailler sur des sujets de fond. Et ça, on ne l'avait pas eu avant, parce qu'on a toujours la tête dans le guidon, on n'a pas des équipes extensibles. Et on a vraiment passé du temps à tout revoir, tous les sujets, et à essayer avec le leitmotiv, c'était de bâtir le plus. C'est ultra prétentieux, mais il faut se donner Enfin, c'était ultra. Il fallait se donner ces objectifs-là, un des meilleurs Grands Prix du monde et voir le meilleur Grand Prix d'Europe. Donc, c'était effectivement de se comparer par rapport aux autres Grands Prix et de voir ce qu'on pouvait apporter de plus. Donc, effectivement, on arrive à un Grand Prix 2021. Après, en jauge réduite, on n'a pas pu mettre forcément en application. Je rappelle qu'on avait 15 000 personnes par jour dans 3 bulles de 5 000 personnes. Avec 3 bulles de 5 000 personnes, donc effectivement, une année aussi un petit peu réduite. Et donc en 2022, effectivement, sur tous les sujets, on a essayé de mettre en application sur quoi on avait travaillé. Donc c'est les animations, c'est les produits, c'est comment le faire vivre à travers les outils de com, le faire vivre de l'extérieur. C'est c'est aussi la partie RSE dont je me suis pas mal occupé. Voilà, c'est comment on fait vivre une expérience extraordinaire à nos clients VIP. C'est toute la partie food and beverage pour nos clients. C'est toute la partie mobilité qui a été un point clé chez nous et qui a été un travail de longue haleine. Et ça a été un travail très important sur ces 2 dernières années. Donc, c'était vraiment pousser au plus loin avec les moyens à notre disposition pour faire du Grand Prix une réussite totale en 2022. Et de toute façon, je l'était toujours dit en revenant en 2018, il faut plusieurs années pour arriver à un produit mature, au vu du contexte que le Grand Prix de France avait disparu et au vu du contexte qu'on a eu et notre histoire que je viens de citer au début. Et je pense qu'en 2022, on a en tout cas relevé, en tout cas, on peut être fier de nous sur ce qu'on a produit. Et puis surtout, si, pour ceux qui connaissent un petit peu, aujourd'hui, si on le compare à d'autres Grands Prix européens, sur toute une série si on doit prendre certains segments pour le comparer, c'est vrai qu'on a, et même certains overseas, hein, on appelle les Grands Prix en dehors de l'Europe, Ouais. on a quand même réalisé euh, des belles choses, des choses innovantes, et voilà. Donc, Ok. Super. Je rebondis forcément sur la suite. Je vais pas poser la question parce que j'imagine que forcément le fait que le circuit n'a pas été nominé pour l'année suivante a été une sorte je sais pas, de déception, enfin qui était forcément pas une bonne nouvelle. Mais la question c'est plutôt sur la suite, une question peut-être un peu plus positive et quelles sont du coup pour vous au GP de France on va dire les perspectives d'évolution, quels sont alors, les objectifs? ouais, effectivement. Alors, effectivement, pas de la déception parce que voilà, on savait déjà d'une part, on savait que le contrat s'arrêtait fin 2022 de base et que le but c'était effectivement d'utiliser aussi cette édition 2022 pour dire bah Montrer. voilà, regardez ce qu'on est capable de délivrer et on l'a fait.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était dans tous les cas, on commençait à réfléchir, hein, et pour ceux qui suivent un peu l'actualité du Grand Prix de France, ça fait déjà plusieurs et des Grands Prix en général, ça fait déjà plusieurs temps que on évaluait en tout cas et on travaillait et on réfléchit toujours, c'est sur un système d'alternance. OK. Et donc, ce qui amène sur le futur, effectivement, la volonté, c'est de revenir en 2024 et heu et Formula One aussi, voilà, c'est les discussions qu'il y a avec Formula One, c'est de se dire: «OK, pas 2023, mais on est toujours en contact avec eux, on continue d'évaluer et de travailler, pour 2024» et puis, heu il y a eu cette réussite de 2022, Indéniable. n'oubliez pas que ce que je vous disais, c'est qu'il y a aussi une volonté peut-être de créer ce système d'alternance pas uniquement avec la France, mais peut-être avec d'autres pays et puis, Quand heu, ouais, c'est ce que peut-être pas en j'allais. Europe, peut-être pas en Europe et le but et là je sais vraiment pas pour citer d'autres pays parce que je j'ai Mmh, aucune idée de la teneur, des contrats des autres pays et des organisateurs bien sûr. mais ça peut être des pays, des nouveaux entrants totalement. Ça peut être des nouveaux entrants, ils ne sont pas aujourd'hui dans le calendrier, qui se disent: «Bah, écoutez, attendez, nous, un Grand Prix, tous les 2 ans, ça nous va très bien. On n'est pas dans le calendrier». Voilà, très bien. Après, avec qui on le fera et comment on le fera, c'est pas du tout le sujet pour le moment. Et quand vous dites, alternance, on est d'accord qu'on parle d'une alternance entre la France et potentiellement d'autres pays, heu, complètement aléatoires, qu'on va pas citer parce qu'on n'a pas d'idée, peu importe, Exactement. entre la France et un autre pays? Ou est-ce qu'on imagine quelque chose entre la France, circuit Paul Ricard et circuit, Non, non, Castellet alors, non, non, ou il y a non, non, il y a ça a été aussi, il y a eu beaucoup de sujets là-dessus. Alors, faut c'est vrai que ça a été, compliqué, mais, aujourd'hui, il peut y avoir qu'un seul Grand Prix en France. Le Grand Prix qui peut y avoir en France, il est, dans tous les cas organisé par ce groupement d'intérêt public, dont je fais partie. ouais, Et donc il y aura un seul organisateur de Grand Prix en France et il y aura un seul Grand Prix en France, quoi qu'il d'accord. arrive. OK. Donc, Grand Prix en France, Super Paul nouvelle. Ricard, c'est bien et ça laisse plein de Bah, perspectives pour la écoutez, on suite, quoi. travaille toujours, hein, ça laisse des perspectives, mais Bien sûr. pour le moment, on est encore en train de travailler, mais effectivement, il faut garder, de la positivité au vu de ce qu'on a délivré par le passé et Clairement. au vu de Et ce qu'on s'est dit récemment avec, en tout cas lors du Grand Prix avec Formula One, qui ont effectivement aussi salué notre travail sur plein de segments, donc voilà. Et ce qui est intéressant en plus avec, bon, je réfléchis, en même temps, parce que c'est absolument passionnant et on sent votre passion et c'est facile de comprendre quand on est avec des gens qui sont aussi passionnés et aussi connaisseurs. Heu, Vous avez dit tout à l'heure que l'inconvénient, du Covid, ça a été qu'évidemment il n'y a pas de Grand Prix, bon, évidemment, mais l'avantage c'est que vous avez pu avoir un an de plus pour travailler. Heu, Est-ce que finalement c'est pas une opportunité, comme celle-là de se rendre compte que finalement un an de plus pour préparer et pouvoir créer des événements aussi exceptionnels que ce qu'a été le Grand Prix 2022, c'est pas des choses qui peuvent être intéressantes dans cette alternance en se disant finalement on n'a pas un an pour préparer, mais on a 2 ans pour faire 2 événements exceptionnels avec une alternance. Ouais, c'est totalement la philosophie, qu'on a depuis plusieurs temps. C'est effectivement de se dire, si on devait partir sur un système d'alternance, Mm, c'est, de faire, forcément la rareté de l'événement fera qu'on pourra monter en gamme et même sur plein d'autres notions, hein, on prendre du temps pour organiser, mm, davantage, aller travailler des sujets de fond et puis même aussi, d'aller, d'aller réaliser des choses un peu plus extraordinaires, un expérientiel un peu plus, important, toujours chercher l'innovation, toujours chercher la créativité, toujours chercher à être, différent des autres. à la pointe. Exactement. Magnifique. Je passe à la suite. Je me permets de faire un hard cut parce Il que faut, il faut. le temps avance. On pourrait rester Et puis 3 heures, mais il faut qu'on c'est passe. ça. Et puis c'est surtout un sujet, je pense, qui est assez central. On l'a évoqué par bribes dans les précédentes 45 minutes. Ça va être le sujet un petit peu nouveaux médias. Et on va commencer évidemment avec Netflix et puis la série qu'on connaît tous. Et qui ont amené un petit peu toute cette génération de nouveaux supporters qui, comme l'a rappelé tout à l'heure Dan, ont découvert relativement récemment la F1 ou en tout cas toute sa complexité, tous les enjeux qui se cachent derrière ce sport. Euh,
ma question, c'est comment est-ce que ça a modifié? Comment est-ce qu'on interagit avec, cette explosion du nombre de suiveurs, du sport? Et comment est-ce qu'on interagit aussi avec, potentiellement, des interlocuteurs qui vont être un petit peu moins, pas interlocuteurs, j'entends spectateurs, qui vont peut-être être un petit peu moins, connaisseurs, qui ont moins l'historique, qui ont, probablement un profil assez similaire, voilà. Quelles a été un peu toutes les Ouais, modifications dues à ce bah, vous savez, il est important de se dire aussi que c'est pas parce qu'on n'a pas l'historique qu'on n'a pas le droit d'être passionné de Formule 1, hein. C'est-à-dire que, je sais qu'il y a souvent ces débats, maintenant en fait, il y a cette expression-là Formule X, mais il faut faire C'est sûr. attention parce que je l'ai vu effectivement. Alors c'est pas parce qu'on n'a pas l'histoire et qu'on vit sa passion différemment qu'on n'est pas légitime à suivre la Formule 1. Mais c'est vrai qu'il y a eu une transition tellement rapide et que c'était tellement un sport de niche et tellement alors moi je me souviens, j'utilisais cet exemple-là quand j'étais dans la cour de récré, j'étais tout seul à parler de Formule 1 et j'y Bien sûr. connaissais rien en foot. Donc et quand je trouvais quelqu'un qui connaissait, la Formule 1, bah, tout de suite, c'était mon meilleur copain. Ouais. Et puis après, bien sûr, quand j'ai commencé à travailler et que je disais que je travaillais à la FIA, personne ne savait ce que c'était que la FIA et tout le monde s'en foutait de la Formule 1. Et puis Netflix. Alors, effectivement, Netflix, mais pas que. Netflix, pour le rappeler, donc Drive to Survive, plusieurs saisons, heu, un carton total. Mmh. Et ce carton total a permis de raccrocher en tout cas, une génération plus jeune. Donc on parle, pour utiliser des termes marketing, on va parler plutôt de génération Z, Mmh. même de millennials, hein, parce qu'on avait une population très âgée pour la Formule 1. Alors il y a certains chiffres à l'époque je me souviens, il y a en 2014-2013, j'avais vu des études, on parlait d'un âge moyen de téléspectateurs pas loin de 50 ans. Donc Mmh. on était quand même, dans un sport, heu qui était pas ciblé vers les jeunes, donc un sport qui était pas dans son qui avait moins de visibilité, moins d'intérêt, aussi bien pour les partenaires que pour les sponsors, que pour plein d'autres parties prenantes, vu qu'il était moins regardé. Et donc Netflix, mais moi, je sais qu'on parle souvent de Netflix et qu'on dit que ça a été un déclencheur important, mais je pense qu'il n'y a pas eu que Netflix qui a été déclencheur Non, important d'autres choses. de la passion de la Formule 1 et on les oublie souvent. Et je pense qu'il faut saluer aussi, plein d'autres parties prenantes. Alors effectivement, regardez, le Grand Prix de France revient alors là, je parle du Grand Prix, mais il revient en 2018, donc 2 ans avant Netflix, hein. Ouais. 1 an avant la diffusion, je crois, c'était 2019, il me semble, hein, On est saison 4, donc ça doit être à peu près ça, 2022, 21, 20, peut-être 2010. Oui, probablement qu'ils filmaient la 2018. alors moi je Je sais me ah pose ouais, la non, alors question. Je me pose 2018, la alors question. Peut-être que c'était, ils pardon, non, filmaient, peut-être que c'était c'est sorti en 2018. 2018. C'était Mais 2018 parce que ouais, c'est ça. c'était 2018, mais ceci étant, le projet du Grand Prix de France est réapparu avant l'idée d'avoir Netflix. Donc, Ouais. ça faisait depuis 2016 enfin même plus longtemps que ça, que le Grand Prix Mm. devait revenir. Donc il y a eu Ouais. cette petite, on va dire, cette petite pierre, à l'édifice, mais il y a aussi, Canal+ avec, qui a fait un travail fantastique, enfin, Et et qui continue de faire un travail fantastique et qui a bien sûr, continué à, d'une part fidéliser les anciennes audiences, mais aussi, aller par chercher une rapport nouvelle, bien à sûr. qu'ils ont été chercher des nouvelles audiences sur, je pense à des reportages annexes, sur des façons de communiquer la Formule 1, sur, forcément l'utilisation des réseaux sociaux, et Et les aujourd'hui de nouvelles plus en plus plateformes, on sent que le tone of voice de Canal+ a pas mal évolué de niveau social media et qu'ils bien sont sûr. ils sont encore plus présents et puis, les créateurs de contenu, ils étaient là avant Netflix. Hem, C'est la suite. voilà, Mais tout à fait, hein, on est d'accord. Despiello, il est là avant Netflix, les Pistonnets, ils sont là en même temps, mais ils sont là même un peu avant. Mm. Heu et plein d'autres créateurs de contenu, même enfin voilà, je mentionnais Despiello, mais il y en a plein d'autres, du Vraiment. e-sport, heu tous ces gens-là qui ont fait vivre le sport automobile et en tout cas, qui ont donné accès au sport automobile à tous ces jeunes qui l'avaient, perdu de vue. Mm. Il ne faut pas les oublier. Voilà, on pourrait parler de plein de gens, Hydro, Anna, Michael heu, Forest. voilà, je pense aussi à Valentin et Mylène, qui ont travaillé avec nous, je pense, à Lucas Parlefin qui est, voilà, maintenant je suis obligé de les citer tous sinon, faudrait pas que c'est Alors, on vrai, est jaloux. ils vont pas tous regarder donc ils sont très Peut-être. occupés. Peut-être. J'espère, mais ils sont tous très, très occupés, c'est incroyable, et puis voilà, aujourd'hui, vous m'en parliez tout à l'heure en début d'émission,
quand on voit Grand Prix Explorer, c'est hallucinant. Ouais. De toute façon, le Grand Prix Explorer, c'est vraiment la question d'après. Ça, de toute façon, on va Mais prendre un temps ces pour gens-là, l'aborder. en plus de Netflix, ont redonné de l'intérêt à la Formule 1 et toute cette communauté-là a redonné de l'intérêt à la Formule 1 et de la visibilité. Mais ça fait écho. Alors, comme vous l'avez dit, on a cité Netflix, mais il y a eu Canal+, et l'histoire de Canal+ aussi, interne, qui a fait que ils ont fait de la Formule 1 leur droit phare, si on peut dire ça, avec l'histoire qui s'est Bien passée, sûr. qu'on connaît tous. Il y a tous ces nouveaux créateurs, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi finalement, alors nous on est convaincus de ça, absolument convaincus, sinon on ne ferait pas ce projet, mais est-ce qu'il n'y a pas finalement une tendance de nouvelle façon de consommer du sport, avec tous ces nouveaux acteurs qui parlent de sport différemment, qui s'adressent aux nouvelles générations en étant membres de la nouvelle génération, et qui sont finalement des, 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 des- des parfaits, éducateurs finalement à ce qu'est une façon de suivre un sport et à ce qu'est le sport. Ah bah, clairement. Et puis ces créateurs de contenu qui ont aussi qui ont une très belle compréhension du sport. Aujourd'hui, voilà, quand vous voyez les invités des pistonnés, par exemple, pour trouver un exemple, Ouais. voilà, il y a Jean-Louis Moncé qui échange avec Hamza et avec Brice. Et puis vous avez Qui est après resté une semaine avec eux il y a avec 2 Emmanuel. semaines. Et puis à un moment, il y a Julien Febro. Et puis à un moment, il y a Frédéric Ferré qui est reporter à l'équipe depuis 30 ans. Donc il y a des gens qui connaissent le sport et qui vont échanger avec ces gens-là. Et en allant échanger avec ces gens-là, ça démontre juste que eux aussi connaissent le sport, mais ils le partagent différemment. Et effectivement, ils le partagent peut-être d'une façon un peu plus. Ils vont m'en vouloir, mais pour certains, si, un peu plus libérés, un peu plus libres. Euh, et je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire sur ce sujet-là Bien sûr. et qu'il y a une vraie demande, je pense, pour consommer le sport. Et vous le disiez effectivement, Dan, il y a une vraie demande et il y a encore pas mal de place, je pense, sur le sujet de la Formule 1, sur de la création de contenu, en tout cas pour aller le consommer. Peut-être via Clapping. Ouais, bah, C'est sûr. c'est complètement ça. C'est vrai. Peut-être pour ceux qui suivent et qui n'ont pas tout suivi, est-ce que vous pourriez nous rappeler quel a été le partenariat entre les pistonnés, ce qui s'est passé, éventuellement peut-être ce qui arrivera à l'avenir Bah, nous, de toute façon, on a toujours travaillé avec les créateurs de contenu comme des collaborateurs. C'est-à-dire que eux, on les a contactés très tôt. Ils avaient aussi. La F1 est un monde très fermé. Donc, moi, j'ai été très heureux de voir comment je pouvais les aider et les accompagner à débloquer des choses pour eux, à débloquer des contacts, à aller sur des événements autres que le Grand Prix de France. Donc, on a beaucoup travaillé au fur et à mesure de ces années-là sur une relation de camaraderie. Et voilà, et sans jamais forcer l'un et l'autre. Et donc, en fait, les pistonnés, ça a toujours été comme ça. Par exemple, c'est une relation qu'on a bâtie pendant 2 ans et demi où voilà, c'était si l'un avait besoin de l'autre, de se s'aider et puis c'était vraiment de l'entraide commune et on s'est dit, bah tiens, pour le Grand Prix, est-ce qu'on n'irait pas plus loin? Et il faut savoir que c'est très très compliqué. Ça demande beaucoup d'autorisation de monter un plateau comme ça parce que Ouais. voilà, il y a beaucoup, on imagine. c'est pas évident. Il y a beaucoup de parties prenantes et il y a beaucoup voilà, ça aurait pu être très compliqué, mais monter cette chose-là était, on l'avait en tête depuis un petit moment, et puis on s'était dit que ça allait pas se faire. Et à une autre personne dans le Grand Prix qui s'appelle Ludovic, avec qui on a collaboré sur le sujet, et on a monté ce plateau-là. Et au début, on voulait en post-course, et au final, ça s'est transformé en live Twitch d'invités avec présence dans la fan zone et rencontre avec les pilotes. Et donc, Incroyable. c'était effectivement le but de monter un produit au Grand Prix de France, une chaîne Grand Prix de France lors du Grand Prix, et de donner en tout cas la possibilité, premièrement aux gens qui n'étaient pas sur place, de vivre le Grand Prix de France et de voir le Grand Prix, c'est de la Formule 1, mais pas que. Donc, c'était
montrer qu'il y avait voilà, c'est des animations, c'est d'autres courses support, euh, c'est euh, c'est plein d'autres choses. Et puis aussi, de continuer à partager aux personnes présentes sur place lors de l'événement. Donc, ça a été un super succès. Et puis, aucun autre Un Grand vrai Prix. succès, ouais, tout à fait. Je ne Et crois pas qu'il y ait d'autres Grands Prix et même d'autres grands événements sportifs qui ont été à l'époque, enfin à ce moment-là, collaborer avec des créateurs de contenu. Parce qu'aujourd'hui, ce que je relève un peu, c'est qu'il y a très peu de gens qui prennent des risques. ouais. Et on a la chance d'avoir un peu beaucoup de confiance, en tout cas, au Grand Prix. Et donc, on peut prendre ces risques-là et de se dire, bon, bah voilà, on y va. Et puis, confiance totale dans les pistonnets, parce que c'est surtout ça qui fait fonctionner. Et c'est la confiance et leur professionnalisme qu'on fait que ça a cartonné, quoi. Ah, c'est sûr. Ouais. Non, non, Et nous c'était carré. on a eu la chance de recevoir dans Clapine, Emmanuel Moine, donc présentateur des pistonnets, 10 jours avant le Grand Prix de France, et qui nous disait avec une excitation folle que ça allait se faire, que il était très heureux de pouvoir partir, d'avoir cette ambition d'aller créer ce plateau, et donc nous on a suivi ça avec une excitation folle aussi de pouvoir regarder et suivre ce contenu, et en tant que personne qui avait eu la chance de pouvoir parler avec vous aujourd'hui, mais surtout avec Emmanuel Moine à l'époque, au tout début, Mm. euh, euh, on a eu voilà, beaucoup et surtout en tant que spectateur, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder leur contenu, Alors, regarder la course, regarder tout ça. et il est important de noter, parce que les gens vont me dire, ah mais ouais, mais ok, pourquoi vous l'avez pas fait avant? Ou même, si vous allez voir sur nos réseaux sociaux, il y a très peu de vidéos de Formule 1. Il faut noter que nous, on a des contraintes liées à ces sujets-là, par Formula One et les autres parties prenantes, qui sont très très importantes. Euh, Bien et sûr. donc, c'est pas si facile. Voilà. Ah, c'est C'était sûr. juste important de le noter, et que ce C'est sûr. projet-là de plateau, c'est quand même 10 mois de boulot. Ouais. Jusqu'à quelques jours avant, on pensait que ça allait pas se faire, et au final, ça s'est fait. Et pareil, sur d'autres dispositifs qu'on met en place, en 2021, quand on met, alors ça paraît stupide, hein, mais quand on met en place, il y a deux sujets dont je voulais parler. Le premier, Ouais. c'est 2021, en place du live paddock sur nos réseaux sociaux. Ouais. Je pense que les gens ne s'imaginent pas à quel point contractuellement ça a été compliqué de mettre ça en place. C'est-à-dire qu'on a Bien sûr. beaucoup, c'est des très longues discussions avec les parties prenantes de la Formule 1. Et deuxième point, d'avoir un média comme Combini sur un Grand Prix. Mais c'est 3 ans de travail pour le faire venir, pour des raisons où ça reste quand même assez hermétique. La Formule 1 est en train de s'ouvrir, hein. Netflix a été le premier. Parce que les gens vont dire, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des choses, Moi, il j'ai y a six des petits vidéos détails Combini. très longs et très fastidieux. Je pense que ça répond un peu à une question que j'avais. On parle souvent et c'est un peu les médias historiques, on va dire, ou les grands tenants de droit, et puis ces nouveaux créateurs de contenu, ces nouvelles plateformes de diffusion. Ma question, c'est Bah, pour une belle fusion de. le point de cette cohabitation, c'est peut-être de collaborer aussi avec eux. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire, euh, c'est pas d'être d'un altruisme fantastique, mais c'est aussi partir de ce postulat que chacun a sa raison d'être, chacun a ses objectifs, et que le but, pour moi, c'était aussi pas de froisser un diffuseur, un média, un partenaire. Donc, un exemple, c'est, OK, moi j'ai envie de faire ça, mais peut-être que la solution, pour pas froisser X ou Y personne, tiens, s'il y a une émission invitez-le dans votre émission. Ouais. Et au final, on se rend compte que il y a beaucoup d'anticipation, peut-être de peur, Bien sûr. et qu'au final, il y a dans le fond, toutes ces parties prenantes, il y a de la bienveillance. Alors, voilà, pour reprendre l'exemple de Combini, effectivement, 2 ans et demi de travail, mais voilà, on est dans une transition de la Formule 1 qui était dans un certain conservatisme. Euh, Aujourd'hui, ça a pas mal changé, ça a beaucoup évolué. Il y a beaucoup plus de bienveillance dans le collaboratif Mm. que peut-être il y a 7-8 ans. Ça fait une transition parfaite pour la suite, mais c'est ce que j'allais dire. En fait, finalement, est-ce que le plus dur, c'est pas finalement de convaincre les personnes de prendre le risque et finalement de se rendre compte que le risque n'est pas si grand, parce que finalement, il y a la place et surtout que ça apporte. Et, et c'est une tendance qu'on est en train de voir. Alors la Formule 1 est toujours extrêmement en avance sur tout. Probablement que beaucoup de sports vont s'inspirer.
on l'espère en tout cas, parce qu'il existe des créateurs aussi bons que tous ceux qui sont dans la Formule 1, qui sont dans tous les autres sports et qui sont en train d'arriver. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place. Tout le monde regarde la Formule 1 avec beaucoup de curiosité en se disant c'est faisable, ok, c'est faisable. Beaucoup de personnes, je suis sûr que beaucoup de personnes ont regardé le Grand Prix de France cet été en se disant les pistonnets sont là, il n'y a pas de problème avec les diffuseurs, pas de problème avec Canal+, etc. Ok, on peut y aller. On va faire ça chez nous aussi. Et donc, mais il faut toujours quelqu'un qui lance les tendances et qui prenne le risque. Et c'est toujours cette partie-là qui est la plus dure, mais aussi qui est la plus satisfaisante. Et ça me permet de faire la transition sur le dernier point avant qu'on passe au clap. Il est déjà 20h04. C'est passionnant, j'ai 1000 questions, mais il faut qu'on avance. Très rapidement, on va parler de ces nouvelles façons de consommer du sport, de ces nouvelles façons de regarder des personnes qui font du sport, et en particulier le GP Explorer, qu'on a un peu mentionné rapidement. Pour ceux qui ne savent pas, le GP Explorer, ça a été un grand prix de Formule 4 organisé par Squeezie, le youtubeur le plus connu de France, qui a réuni plus d'1 million de vues sur Twitch en direct, qui est un record absolu, 22 créateurs de contenu, qui a réussi à réunir énormément de très grandes marques qui ont suivi, un Grand Prix qui a coûté plusieurs millions d'euros et qui a été un succès absolu. Et donc, comment ça a été perçu de l'intérieur et même par vous? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez regardé? euh, Vous qui êtes voilà, de l'autre côté, dans la partie beaucoup plus professionnelle, qu'est-ce Ah que vous oui, avez mais pensé de tout malheureusement, ça? je devais y aller parce que j'étais invité justement euh, par certaines personnes Ouais, si je peux le citer, j'ai été invité par Despiello, mais j'ai pas ouais. pu m'y rendre forcément au vu La de ma licence, situation bien personnelle, sûr. mais j'ai regardé. Ok. Euh, j'ai regardé un succès fantastique, phénoménal, sans surprise. Euh, euh, ce qu'il faut pas, sans surprise, je vais être un petit peu ramener ça un petit peu euh, de façon personnelle. Je suis pas très éloigné de l'âge de ces créateurs de contenu. Voilà. Moi, je suis très content qu'il y ait eu un événement comme ça et qu'il y ait eu le succès de cet événement-là. Parce qu'il m'est arrivé dans mes anciennes ou même il m'est arrivé que de façon mensuelle ou quotidienne qu'on me dise ouais les créateurs de contenu ouais bon ok ouais c'est mieux X ou Y média. Ok. Ben, en fait ça fait aussi prendre écho de l'importance de la communauté qu'il y a en tout cas et de l'importance de la ferveur qu'il y a euh, derrière d'une part ces créateurs de contenu et sur ce type d'événement, pardon, j'ai perdu le fil, j'ai été dérangé, mais euh, ça fait, comment dire, on se rend compte de l'importance de ces créateurs de contenu. Ouais, c'est une sorte de Et, preuve, et, finalement. alors, une preuve, ben ouais, mais c'était important parce Ouais, c'est que je ça. sais qu'il y a beaucoup de gens, qui n'étaient pas nécessairement ultra confiants. Ouais, ça marchera jamais. Ouais. Et puis quand on voit que la billetterie de 40 000 billets quand même s'est vendue en l'espace de, je sais plus, mais ça s'est vendu Extrêmement rapidement. extrêmement rapidement, Mm. qu'on voit 1 million de téléspectateurs sur Twitch, hein, qui est l'audience moyenne En d'un Grand Prix de direct. Formule, qui Ouais, est bien sûr. l'audience moyenne d'un Grand Prix de Formule 1. Ça prouve une chose, c'est que il y a encore d'une part de belles choses sur le sport automobile, deuxièmement peut-être d'autres projets aussi par ces créateurs de contenu. Il y en a Euh, un qui a été annoncé hier dans le foot aussi, où pareil, des créateurs vont faire un match créateur français contre créateur espagnol avec les différentes personnalités des Ouais, différents. et puis faut pas oublier qu'il y a un business model qui est aussi très intéressant, hein. Ça, c'est la partie qui est toujours un peu moins intéressante du sujet pour peut-être pour certains, mais c'est une partie qui est importante où il y a eu, voilà, c'est un événement où il y a eu des partenaires importants, il y a eu de la visibilité, beaucoup de visibilité, pour un coût qui est pas non plus très important. Ouais, Mm. ouais, Du c'est coup, clair. pour un directeur de communication, un événement comme ça rend créatif un petit peu. Ça donne envie de faire
plein de nouvelles choses ou finalement Ouais, c'était déjà là? non, alors, c'était comment dire? Peut-être que ce type d'idée, nous a traversé, l'esprit à un moment donné, mais pas de cette ampleur-là, en tout cas. Mais c'est vrai qu'on avait eu des idées, plus petites et similaires, mais pas du tout, pas du tout avec, l'ambition qu'a eu Squeezie et qui a fait un événement, fantastique. Ouais, Mais bien sûr que ça donne de la créativité. Deuxièmement, ça va permettre aussi, d'aller davantage, quand on a de la créativité, d'aller davantage vendre ces projets-là. Je dis c'est vendre ça. parce que souvent quand on veut créer des projets, on n'est pas les seuls décisionnaires et que tout le monde n'a pas un prisme, marketing com, et que parfois quand vous allez voir votre supérieur, ou votre patron, et vous dites: «Ah beh, j'aimerais bien faire ça», parfois c'est pas forcément évident, mais là ça va donner un peu plus de légitimité en tout cas. Et donc, Ouais, c'est pour ça que je dis bravo aussi à Squeezie. Je pense que ça a beaucoup aidé d'autres responsables com et d'autres directeurs com, ou en tout cas d'autres personnes, pour montrer que voilà, c'est des gens sérieux, c'est des gens qui savent faire des choses, et puis ça démontre qu'il y a une audience qui est là et heu, qui est, énorme, et qui attend qu'une clairement. chose, c'est de voir ce type de contenu. Et peut-être, qui sait, un jour de consommer différemment le sport. Peut-être que ces gens-là deviendront les sportifs. Peut-être qu'il y Bien aura sûr. il y aura une série, Grand Prix Explorer, où, les types, seront couplés à un calendrier, je vais ultra loin dans Mais les le possibilités sont ouvertes en tout cas. Et il peut. voilà, C'est-à-dire en que, tout en fait, juste se dire que c'est possible, c'est déjà une avancée folle par rapport à exactement. il y a 5 Ouais, ans, quoi. Non, non, c'est, clairement. très très beau succès et une très belle réussite vraiment, et plein de belles perspectives pour la suite. Et c'était peut-être l'événement qu'on attendait, ou en tout cas ceux qui étaient persuadés que ce type de choses allait fonctionner. C'est Heu, une belle confirmation. c'est Ouais, exactement. Super. Et ça récompense malgré tout ceux qui prennent des risques. Et on sait que typiquement Squeezie est un grand précurseur de cette prise de risque et que il a été suivi et qu'il y a beaucoup de gens qui font confiance aujourd'hui aux personnes qui prennent des risques et que finalement ça, ça peut payer. Ça paye pas forcément toujours, c'est bien le principe du risque, sinon il y a pas tout le temps de cette situation, mais c'est vrai que ça peut payer et quand ça paye, on le remarque, on entend en parler et c'est super. Euh, On arrive à la 20h11. fin? Ouais, on va le faire en express. On essaye de terminer ça en 3 minutes rapidement. Déjà, avant qu'on passe au clap, merci beaucoup déjà d'avoir été jusque-là. Et on passe à la Bah, merci partie à vous. qui est très compliquée du clap au clap. Le clap au clap, pour ceux qui ne connaissent pas, la réponse, le petit jeu de fin de clap-in, où l'idée est de euh, poser des questions à l'invité et lui laisser la possibilité entre deux choix, avec bien sûr la possibilité de proposer des jokers. Ah, c'est Mais, gentil ça. le Ça devrait joker le est faire. présent, mais pas encouragé. Je me lance, Thomas? Ouais, Ouais. On commence doucement et on se complique un petit peu, tranquillement. Plutôt regarder un Grand Prix à la télé ou regarder un Grand Prix en circuit. Joker. Ah, déjà! d'entrée de jeu. Non, ouais, en fait, sur le circuit, je le regarde à la télé. Ok, Ok, le poursuivre Mais la course, quoi. le j'ai petit toujours twist. regardé, ouais, j'ai toujours regardé, donc ouais, on va dire ça. Ok, À la Ok, télé sur un circuit. à télé sur très le fort. circuit. Parfait. Un peu dans la même veine, plutôt spectateur de Grand Prix ou staff dans un Grand Prix? Staff, Ok. Plutôt diffusion TV ou diffusion Twitch? TV. TV? Peut-être les deux, Ouais. plus tard. Ouais, les 2, mais parce que j'ai référencié le Canal+, donc, Ouais, Forcément. bien sûr. je pensais Canal, mais ouais, peut-être les 2. Mais de toute Peut-être les deux. façon, c'est la sémantique, TV, télé, Twitch, bon, c'est un Non, C'est bref, un débat. ouais. c'est pour le clap au clap. On est moins. On fait moins attention à ça. Ouais, c'est ça, exactement. Plutôt média historique ou média indépendant? Médias indépendants. Ok, Sans hésitation, comme ça. Il faut prendre une décision, on prend une décision. Ouais. Très bien. c'est net. Euh, Celle-là, elle est plus tirée par les cheveux. Et c'est probablement la dernière.
plutôt Grand Prix Explorer ou Grand Prix de Formule 1 sans Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull et Alpine. On enlève les équipes historiques. On reste sur la Formule 1. Ah ouais, on enlève les écuries historiques? Ouais. C'est une bonne question. C'est pas Une bonne facile. question. Non. C'est pas facile, je vais vous dire Ça change les Joker sur enjeux. celle-là. Je vais vous dire Joker sur celle-là. Joker. Bon, Eh ben, c'est bien, c'est bien. Dan, t'as fait un faux suspense. C'est peut-être la dernière question. C'était complètement la dernière question. Mais on finira par un joker sur une question qui, effectivement, rebat peut-être quelques cartes si on enlève les écuries historiques de Grand Prix de Formule 1. Dan, je te laisse la main, mais on arrive à la fin. merci C'est pour ça tout. C'est Je ça. précise. On arrive à la fin. Merci pour tout, Pierre. C'était passionnant. On aurait aimé venir 1 heure, 2 heures, 3 heures de plus. Mais il faut On a dû savoir. on a dû écorter certaines choses, mais On avait c'était plein de vraiment génial. questions, mais c'était passionnant. Merci Ben, vraiment merci à déjà vous, en tout cas. d'avoir accepté d'être là déjà et de nous faire cet honneur-là et ensuite d'avoir si gentiment pris le temps de nous expliquer et finalement de participer à notre éducation du sport. Donc c'était passionnant. Avec grand plaisir, merci à vous. Et puis je regarderai la suite de vos émissions. Et puis en tout cas, plein de bonnes choses pour Clapping pour la De toute suite. façon, on reste en contact très rapidement pour tout Avec ça. grand plaisir. Et la semaine prochaine, on continue les émissions Clapping avec d'autres invités d'exception qu'on révélera plus tard. C'est en train de se finaliser, mais beaucoup de belles choses qui arrivent pour ça aussi. Merci On pour peut pas tout. savoir le sport? Foot. D'accord. On Bon, bah, repart très un bien. petit peu sur le foot. Ça faisait On longtemps. part sur le foot. On repart sur un créateur plutôt foot. D'accord. Et dans 2 semaines, on peut donner un petit peu là-dessus. Dans 2 semaines, on sera sur du volley. Donc voilà, on fait un horizon très vaste de tous les sports. Merci pour tout Merci encore. et du coup, Et puis, au revoir tout le plein de monde. bonnes choses pour la suite. Et nous, on suivra l'actualité du Grand Prix de France avec toujours autant de plaisir. Et on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Eh ben, merci beaucoup. À Et encore bientôt. félicitations pour le petit Ah, c'est gentil. baby. Merci. Une fois de plus. C'est Au revoir. super. Merci beaucoup. Salut tout le À monde. très bientôt. Au revoir.